Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. La première fois que j'ai interviewé Nalouen, on venait juste de se rencontrer. Et elle était à peu près aussi curieuse de ma vie que je l'étais de la sienne. Conclusion, l'interview était une longue suite de digressions tellement énormes qu'à la fin, le fichier faisait 3 heures. Et j'ai repoussé le moment de m'attaquer au montage. J'arrivais pas à m'y mettre. Donc au bout de 6 ou 8 mois, Nalouen m'a proposé qu'on refasse l'interview et elle m'a promis de ne pas poser de questions pendant l'interview. Elle s'y est tenue. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt. Bonjour Nalouen. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette petite interview. Mais je t'en prie. Et du coup, ma petite question rituelle qui stresse un peu les gens, c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter de ton histoire? Mais du coup, tu peux juste, si c'est trop stressant comme question, me dire comment ça commence pour toi. Surtout que la question est très vague. Ouais. Elle est tellement vague. Et pour éviter de me perdre du coup dans ce que je vais dire, on va commencer par le commencement. Du coup, sur ma sexualité, où ça a été une part importante aussi. C'est une part importante dans ma vie, quoi, forcément, comme tout le monde, hein, quand on découvre qu'on aime les femmes, quand on est lesbienne, voilà. Et alors moi, c'est un peu j'ai beaucoup de chance. Enfin, j'estime avoir beaucoup de chance dans ma vie où j'ai eu des parents, en fin de compte, j'ai des parents, par contre, qui sont très ouverts sur ces questions-là, qui sont pas du tout où la sexualité en fait en général n'est pas enfin c'est pas un sujet, quoi. Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'on me posait des questions, ma mère me posait des questions avant que je le sache d'ailleurs, donc à l'âge de 14 ans elle m'avait posé des questions. Mais est-ce que tu aimes les filles? Ah non, voilà. Donc non, j'étais fixée sur les garçons. Voilà, parce que c'était à une époque où on parlait d'homosexualité, mais c'était les hommes qui étaient un peu plus représentés. Très peu de figures féminines, notamment du coup à la télé, mais notamment aussi dans mon entourage, du coup à l'école ou quoi que ce soit. Donc on se construit un petit peu aussi, on essaye de s'intégrer du coup, quand on peut. Et puis moi j'ai beaucoup déménagé, donc l'intégration était importante, donc je faisais un peu comme tout le monde aussi. Puis j'étais différente aussi, hein. J'ai une façon d'agir qui, enfin voilà, je suis quelqu'un d'hypersensible. Maintenant je le sais, mais donc à l'époque mon cerveau ne fonctionne. Voilà, je voyais bien que j'étais différente des autres un petit peu, et j'avais ce besoin aussi d'être reconnue du coup par un groupe ou d'être intégrée. Donc donc je faisais comme tout le monde, quoi. Voilà, et donc j'étais convaincue que les hommes c'était que j'aimais les hommes, quoi. Et en fait, à l'âge de 20 ans, je suis rentrée à l'université. Et c'était un monde qui s'ouvrait à moi, parce que je viens d'un milieu très prolétaire et j'ai pas été éduquée à la fac, quoi. Voilà, à cette idée de connaissance, enfin là, de production de connaissances et tout ça, j'ai pas du tout été. Je suis arrivée comme ça. J'y suis arrivée du coup. À faire de la sociologie et du coup d'être passionnée par ce domaine-là, mais dans ma vie je n'ai pas enfin voilà, on m'a pas éduquée, on m'a pas formée à aller à la fac du tout, donc c'était un univers complètement différent, enfin qui s'ouvrait à moi, que je ne connaissais absolument pas. J'étais vraiment le mouton noir, hein, qui arrivait, voilà. Oh, c'est quoi ça? Et en fait ça m'a ouvert des portes sur plein de choses, et j'ai rencontré du coup la première femme qui où je me suis dit waouh, mon Dieu. Ouais, donc c'était une femme qui avait 20 ans de plus que moi, qui travaillait à l'université, et voilà, j'étais un peu
j'étais un peu subjuguée du coup par cette femme et du coup en fait c'était une attirance réciproque et voilà on a eu une relation de 3 mois et quand j'ai couché avec elle pour la première fois c'était juste c'est comme si je l'avais tout le temps fait en fait. C'était même elle du coup quand elle m'a dit mais oui, sérieusement. et en fait, voilà, en fait, je me suis même pas posé de questions. Sexuellement, c'était une évidence. En fait, c'était pas comme si c'était ouais. Je réfléchissais même pas. Je vivais le moment et alors qu'avec les hommes c'était le bordel quoi dans ma tête. C'était compliqué. Oh, c'était le bordel. Je savais pas quoi faire leur truc. Enfin bref, enfin si je savais du coup parce que voilà mais enfin c'était pas... en fait je me posais trop de questions enfin je vivais pas le moment en fait je vivais absolument pas le moment et limite quelquefois en fait je pensais plus à mon plaisir personnel que du coup au sien des fois certains hommes j'en avais rien à foutre enfin honnêtement c'était pas intéressant je prenais pas mon pied enfin bref c'était trop de questions pour moi en fait les relations avec les hommes ça me ouais, il y avait trop de questions. Je me posais, enfin voilà, pas dans le contact avec l'autre quoi. Vraiment, c'était pas du tout. Alors qu'avec une femme, avec Sab, c'était vraiment quelque chose d'hyper fusionnel, d'hyper. Enfin voilà, je me suis complètement oubliée en fait, je pense sur le moment-là et c'était beau quoi. Voilà, vraiment très beau. C'était vraiment une belle rencontre quoi. Alors ça veut pas dire qu'avec toutes les femmes c'était génial mais en tout cas du coup de la découverte de ma sexualité et ouais, ça a été hyper positif pour moi, voilà. Mais du coup, tu l'as croisée, tu t'es dit waouh. Ah ouais, ça a été Et du coup, tu t'es dit elle m'attire voilà, mais je pense que je l'ai eu sur d'autres femmes avant. Là, j'étais très attirée par mes profs, du coup, féminines, étrangement. Enfin, c'était attirée, mais je mettais pas ça sous le compte d'une attirance, en fait, on va dire sexuelle ou quoi. J'étais attirée, quoi. J'ai toujours été attirée par des figures féminines. Voilà, c'était des femmes enfin, je sais pas, le charisme, voilà. Que des femmes. Les hommes, pas du tout. C'était vraiment des femmes quoi donc des profs voilà donc mes notes étaient forcément en conséquence aussi je pense mais voilà il y avait ce côté où voilà les femmes voilà c'est le charisme voilà j'ai toujours été attirée par les femmes mais jamais je ne me posais pas de questions en fait sur est-ce que c'était une attirance qui était romantique, sexuelle voilà, ou juste intellectuelle. Voilà, je ne savais absolument pas si c'était ouais, enfin dans ma tête, voilà, j'étais hétéro quoi. Voilà. Bon, il y a plein de gens qui s'en doutaient avant moi, mais voilà donc. Mais la rencontre avec ça, je pense que du coup, voilà, j'ai mis autre chose. J'avais découvert aussi la série The L Word, du coup. Et en fait, je pense que du coup, je savais quand je l'ai vu, j'ai su. Voilà. Et c'était ok. Et c'était ok puisque du coup, tu dis pas oui. Oui. J'ai toujours eu des amis, du coup, j'avais une amie, du coup au lycée, qui était ouvertement lesbienne, et qui me posait des questions aussi, voilà. Et avec qui, je suis sortie quelques années après, du coup, voilà, et parce qu'on s'est revus, et puis moi j'avais fait mon coming out, alors du coup, voilà. Et en fait, qui m'avait envoyé un mot d'amour, et en fin de compte, quand on était au lycée, j'avais jamais capté, quoi. Moi, j'avais jamais capté que c'était... que je crois que c'était juste de l'amitié, en fait. Et non, enfin voilà, en fait, pour elle, c'était autre chose. Et vu qu'elle avait assumé son homosexualité, j'aurais pu deviner, mais non, pas du tout, qu'en fait, mais pour te dire que moi, j'étais vraiment pas, du coup, dans ce genre de réflexion. Et... avec elle, enfin voilà, donc on en avait parlé plus tard et oui, c'était carrément une déclaration. Et du coup voilà, donc moi la sexualité, non, enfin quand j'ai eu ça la première fois, j'ai fait ouais, je savais ce que c'était, voilà,
Et c'était ok pour moi. Je l'ai pas mal vécu en me disant. De toute façon, je me sentais tellement différente déjà de base, du coup, par rapport aux autres. Du coup, je me suis dit, de toute façon, une différence en plus. Voilà. Sortir encore du cadre, bon. C'est pas grave. Je suis plus à ça près. Et donc voilà. Et après, je me suis déconstruite. Après, l'université m'a permis aussi de me déconstruire sur le genre, sur plein de choses comme ça, en fait, d'assumer ma sexualité dans cette période de ma vie, en tout cas, m'a poussé aussi à réfléchir sur plein de questions. Ce que c'est que d'être lesbienne, ce que c'est que d'être une femme aussi. Voilà, plein de questions comme ça qui sont arrivées. T'as des réponses parce que ça m'intéresse. Je pense qu'il n'y a pas forcément de vraies réponses. Non, mais pour toi, t'en as trouvé? Je sais pas si je suis assez catégorique là-dessus, de me dire, en fin de compte, je pense que notre réflexion, elle va aussi avec nos expériences de vie et elle évoluera jusqu'à la fin, je pense. Ma réflexion aujourd'hui est tout autre qu'il y a quelques années. Voilà, j'évolue aussi en fonction de ce que je vis, hein. Donc là, de la question de mon genre ou parce que ça a été assez fluctuant chez moi. Je me suis beaucoup cherchée. Après, je suis une femme grosse aussi, donc ça a été lié aussi à ce que j'avais vécu et de comment je représentais avec mon corps et de ce qu'on me renvoyait et voilà. Donc ça a été toute une construction pendant 5 ans là, où du coup l'acceptation de mon corps, d'assumer ce corps et de l'aimer aussi fait que en fait aujourd'hui oui, je me sens femme comme je suis, ce qui n'a pas toujours été le cas, où je me sens femme comme je suis et que je n'ai pas besoin aujourd'hui de porter un tutu, de porter des jupes et j'en porte, c'est pas le problème, mais je n'ai pas besoin de ça pour me sentir femme, quoi. Voilà. Comme on n'est pas obligé de faire un métier de femme pour se sentir femme. Enfin bref, voilà. Il y a vraiment, en fin de compte, oui, pour moi, tous les stéréotypes ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'ils sont pas. J'en ai encore, hein, parce que j'ai été socialement construite, voilà. Mais je les déconstruis au quotidien. Dès que je vois que j'ai un stéréotype en tête, de faire hop. Attention, je te vois. Je t'ai vu le stéréotype. Je te vois. Je vais travailler dessus, mais. Non, être une femme, je pense que du coup, c'est pas, ouais, ça demande une réflexion. En fait, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on a tout au long de sa vie, mais je pense que c'est l'identité, quoi. Voilà, en général, qui se construit tout au long de sa vie, c'est en mouvance, tout en mouvance. Voilà. Et du coup, avec cette femme, tu t'es dit, je suis lesbienne, ou pas encore tout de suite, parce que là, c'est comme ça que tu te définis, je crois, maintenant. Oui, je suis lesbienne. Si, quand même. Oui. Quand la première fois que j'ai couché avec elle, après, en fait, de voir l'aisance avec laquelle, comme je te disais, ma sexualité était tellement, en fin de compte, étrange avant avec les hommes et même après, parce que ça veut pas dire que j'ai pas recouché avec des hommes après. Mais en fait, c'est vraiment, c'était tellement le bordel dans ma tête quand je couchais avec eux que j'étais pas bien, quoi, en fait. Et là, de me voir bien, en fin de compte, dans l'aspect, enfin, de découvrir la sexualité autrement, de la vivre autrement et de me sentir super bien. Oui, je me suis dit que j'étais lesbienne, ouais. Ouais, carrément. De me dire, oui, c'est moi, ouais. Ça me correspond totalement. Et même, c'était pas qu'une question sexuelle, c'était aussi une question de me sentir bien avec la personne. Enfin, c'était vraiment, d'avoir vraiment une connexion où je laissais quelqu'un aussi se connecter à moi, ce qui n'était jamais arrivé avec un homme. Vraiment, ouais. Révélation de ma vie, quoi. Ouais, D'être lesbienne. Ouais.
bien sûr. Mais du coup, ça a changé ton regard sur toi et sur ton histoire? Alors, sur moi et mon histoire, pas tout de suite. Ça, c'est venu plus tard. Mais parce que je suis quelqu'un de très tourmenté par beaucoup de choses. J'ai vécu des traumatismes aussi quand j'étais jeune et j'ai pas eu des relations avec les autres qui étaient très simples. J'ai vécu beaucoup d'harcèlement scolaire, j'ai vécu pas mal de choses qui font que mon identité en fait a été hyper malmenée, quoi. Donc un regard sur moi qui n'était pas très beau. Je suis pas certaine qu'il soit totalement beau encore aujourd'hui, hein, mais il y a du mieux, hein, carrément du mieux. Mais ça a eu un impact énorme, quoi. Voilà. Donc découvrir ma sexualité, ça a été un soulagement aussi pour moi. Voilà, je pouvais voir, mais d'avoir cette réflexion de me voir autrement, c'était pas encore ça, quoi. Il y avait vraiment un autre travail de fond à faire, un gros travail, un gros travail. Et ce travail continue. Voilà, il est vraiment pas fini. Il est pas prêt de se finir, je crois. Mais c'est vraiment ouais, un très très gros travail sur moi. Ouais. T'as envie d'en parler ou c'est hors sujet? De quoi? De ce travail De ce travail. Ouais, enfin comme je te disais tout à l'heure, hein, je me suis sentie différente depuis toute jeune. Hein. À 6 ans, j'avais des pensées suicidaires parce que, en fait, voilà, je me sentais tellement, je me croyais folle, dans le sens où mon cerveau allait tellement vite. Enfin, je fais des insomnies depuis que je suis jeune, et ça, je n'ai jamais rien dit, en fait. Et je gardais tout pour moi parce que j'étais persuadée d'être folle. À l'âge de 6 ans, j'étais persuadée d'être malade, et que j'avais peur qu'on m'enferme, et que, voilà, j'avais conscience que, du coup, je fonctionnais pas comme les autres. J'ai toujours été observatrice, tout le temps. J'ai toujours observé les gens. Étrangement, les codes sociaux, je les comprenais pas, mais en fait, je les observais. Enfin, je les comprenais, mais ils faisaient pas sens pour moi. Ils faisaient absolument pas sens. Et donc, j'ai toujours su m'adapter. J'ai toujours su, en fait, m'intégrer. Ça, c'est parce que j'aime les gens, en fait. Donc, du coup, c'était une force pour moi. Mais au bout d'un moment, en fait, les codes ne faisaient tellement pas sens pour moi que du coup, je m'écartais. Et j'avais des comportements qui n'étaient pas forcément appréciés des autres ou qui et donc très vite, donc je m'adaptais très vite, je m'intégrais très vite, et en fin de compte, ça faisait pas sens pour moi. Donc forcément, j'étais en retrait très rapidement et on me prenait pour quelqu'un de bizarre et que voilà. Donc déjà, je commençais ma vie un petit peu, on va dire, psychologiquement pas très bien. Vraiment pas très bien. Et en fin de compte, ça, je l'ai jamais exprimé à mes parents. Enfin, j'ai toujours gardé ça pour moi, tout le temps. Puis je suis arrivée donc à une période aussi de l'adolescence où on se cherche, on essaye de séduire, on essaye de... Enfin bref, voilà, c'est toutes ces phases-là où on t'apprend qu'il faut que tu plaises, que... Et j'avais pas un physique non plus comme les autres, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des formes. Donc j'étais pas forcément dans les normes corporelles que les autres, donc on me renvoyait que j'étais grosse très rapidement, du côté négatif bien sûr. Hein. Donc j'avais des insultes, où on considérait que j'étais moche, donc du coup, voilà, j'avais pas une belle image de moi en fait. Enfin bref, on me renvoyait pas une image hyper positive. Et ouais, une identité qui a été hyper malmenée quand même tout au long de mon adolescence, enfin de mon enfance et de mon adolescence. Ce qui fait que, puis très sensible, je suis quelqu'un de très sensible aux interactions sociales. Pour ça qu'en sociologie, les interactions m'ont toujours passionnée parce que je les comprends pas. Je les comprends absolument pas et j'ai un besoin de comprendre en fin de compte comment on interagit vraiment. Enfin bref, c'est même un sujet passionnant pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Donc quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Donc et ça n'a jamais changé, tu vois. J'ai pu avoir des choses horribles du coup dans la tronche, on a pu me faire les pires crasses. Par contre, je sais pas pourquoi il y a ce truc où j'aime les gens quoi. Et
j'ai envie de donner, quoi. Donner. Par contre, au moment de ma vie, ouais, de recevoir, c'était compliqué. Parce que j'avais pas l'habitude, du coup, puisque voilà, on m'avait appris qu'un modèle aussi, hein, de fonctionnement. Et dans ma socialisation, en tout cas. Donc, c'était très dur de recevoir, ouais. Je m'améliore un peu là-dessus. Je m'améliore. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire, mais il y a du positif, quoi. Du positif, mais... Donc ouais, ma sexualité, enfin voilà, pour revenir un petit peu pour recentrer un petit peu les choses, je dirais que elle m'a permis, par contre, de m'assumer moi, enfin d'assumer des envies, d'assumer aussi, on va dire, qui je suis, voilà. Et ça m'a permis, en fin de compte, je pense que ça a été un moteur aussi, un moteur pour travailler sur ces choses-là après et de me donner confiance aussi, du coup, là-dessus. Après, voilà, encore une fois, hein, j'ai des parents aussi, voilà, quand j'ai fait l'annonce à mes parents, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de... Ah si, bon, ma mère, la seule surprise, et ce qu'elle m'a reproché, c'est de ne pas avoir assumé avant, tu vois. Donc voilà, bon, c'était un peu paradoxal, mais voilà, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas de problème, quoi. Même mes arrière-grands-parents qui l'ont su, voilà, à l'époque, c'était, enfin voilà, ils comprenaient pas. Voilà, c'était quelque chose d'horrible, hein, voilà. Mais en fait, vu qu'il y avait de l'amour derrière, voilà, il y a pas de problème, quoi. Enfin, ça n'a pas été quelque chose, en fin de compte, chez moi où j'ai été exclue. Ou voilà, bon, t'as des réflexions à la con, hein, voilà. Mais t'en as quand même eu. Mais bien sûr, mais après je pense que j'avais ce recul de me dire, c'est horrible, hein, voilà, ça reste des réflexions horribles, bon, qui fait l'homme, qui fait la femme, enfin bref, voilà, nanana, bon, des choses comme ça. Mais je sais pas, j'avais tellement tu sais, des histoires à côté, je sais pas comment t'expliquer, où en fait, du coup, j'avais des potes qui ont été exclus de chez elles, qui ne voyaient plus leur famille, qui souffraient en fait de cette condition-là, ouais, qui m'ont raconté comment elles ont vécu du coup leur coming out, et je me dis que, enfin, ça veut pas dire que je laisse tout passer ou quoi que ce soit chez moi, mais j'ai une chance, voilà, que ça c'était quand même une chance et que ça m'a quand même aidé aussi à vivre correctement mes relations, à être à l'aise dans la rue, à être à l'aise du coup avec les gens là-dessus, quoi. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui de pas me cacher. Enfin bref, jamais je ne cacherai. Enfin voilà, j'ai de l'appui derrière, quoi. Tu vois. Enfin il y a ce truc où ça a été une force, quoi. Ça a été vraiment une force d'avoir une famille comme ça, parce que voilà, ça m'a permis beaucoup de choses derrière. Tout n'était pas parfait, bien entendu, mais faut savoir prendre les choses positives, je pense, des fois. Oui. Et les garder. Voilà, et pas se concentrer sur le négatif. Mais voilà, après, ça veut pas dire que j'accepte tout, hein, quand j'entends me faire dire c'est un truc de PD, machin, voilà, je le reprends quand même, hein, il y a pas de... Ça n'enlève pas certaines choses. Et mais voilà, non, là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une question, mais elle m'échappe, évidemment. C'est dommage. Ben oui. Du coup, toi, tu fréquentais déjà des gens qui étaient, enfin, oh là là, je trouve pas mes mots. Tu fréquentais déjà la communauté LGBT à ce moment-là? Parce que tu dis, tu avais des amis qui te racontaient comment elles avaient vécu leur communauté. C'était pas forcément une communauté dans le sens où c'était dans une asso, où c'était pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai hyper souffert, hein, de mon entrée dans une asso LGBT à l'époque. J'en parlerai peut-être, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai été hyper
Non, c'est des rencontres que j'ai fait comme ça. Enfin, c'est pas dans le milieu LGBT, pas du tout, ni dans un bar, ni je sortais pas dans le milieu du tout. J'ai évité le milieu militant pendant quelques années. Et en fait, les gens que je rencontrais, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément en fait dans ces milieux-là, d'autres aussi, mais enfin, c'était ok enfin bref, il n'y avait pas de souci dans le fait que moi je n'y sois pas, parce que qui comprenaient totalement mes positions. Mais c'était des personnes que je rencontrais sur mon chemin, quoi. Voilà, comme je te dis, j'aime les gens, hein, donc dans ma vie, j'ai rencontré tout type. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je m'intéressais, je pouvais parler des heures avec des personnes SDF, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sans domicile, et du coup, j'étais tellement, enfin, moi aujourd'hui, bizarrement, j'ai moins le temps, peut-être, mais à l'époque, voilà, je rencontrais tellement des diversités, en fait, de personnes avec des vies complètement différentes, et j'étais touchée par tout, quoi, par tout ce que j'entendais. Je sais pas, les gens avec moi se sentent bien aussi pour parler, donc il y a ce truc où très vite, du coup, voilà, j'ai rencontré des personnes, des gays, des lesbiennes, voilà, qui me racontaient du coup leur malheur aussi, hein, dans leur coming out et tout ça. Donc ça a été hyper rapide et facile pour moi, en fin de compte, de recevoir ces informations-là et de prendre conscience de l'ampleur du problème, quoi. Alors que moi, j'ai réussi l'exploit de n'en croiser aucune, en tout cas que je puisse identifier. Avant vous, là, je crois que la première, j'avais 33 ans et je savais même pas qu'elle était lesbienne. Je l'ai découvert genre 10 ans après, enfin, tu vois. D'accord. Du coup, je suis un peu jalouse. Ouais. Après, c'est, je pense que c'est une question de génération aussi. C'est une question aussi où j'étais dans un milieu quand même s'il était pas, du coup, c'était pas le milieu LGBT, mais j'étais à l'université aussi, du coup, où en plus de ça en sociologie, donc du coup, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des filières comme ça. Voilà, je rencontrais des gens, je rencontrais d'autres gens après. Enfin bref, c'est facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de croiser des gens et de parler de ces questions-là parce que les gens sont assez politisés en plus de ça. Donc c'est beaucoup plus facile. Bon, après, j'ai fait du foot aussi quand j'étais jeune, donc des lesbiennes, j'en ai rencontré depuis quelques temps. Voilà. Alors que moi, la danse classique, oui, pas tu tant. dois en avoir quand même. Hein. Je ne sais pas, je les ai pas vus. Ah bon? Peut-être il y en avait, mais je les ai pas vus. En même temps, j'étais pas visible non plus. Ou peut-être que tu ne le voyais pas parce que tu n'avais pas cette notion là Oui. aussi. Oui, non, je pense que peut-être il y en a eu, je les ai pas vus. J'ai pas pu les voir. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà, ouais, bref. Et du coup, t'as fait du foot. J'ai fait du foot pendant 6 ans. Ouais, j'ai un père qui est hyper sportif, quoi, et qui entraînait l'équipe féminine en fait, du coup, de là où on habitait. Et ouais, j'ai fait du foot quasiment pendant 6 ans. Ma vie, voilà. Donc, mais j'étais pas lesbienne à l'époque, tu vois. Enfin si, j'ai toujours été lesbienne, mais je ne savais pas. Et pourtant, j'étais entourée de lesbiennes. Eh oui. J'étais entourée de lesbiennes. Et je pense que du coup, j'étais pas attirée par leur personne, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas. Enfin, moi, je me suis jamais posé de questions, non. Mais j'étais entourée de lesbiennes. J'ai vu ce que, voilà, je connais le milieu depuis, voilà. Longtemps. Depuis longtemps, ouais. Et du coup, après cette première rencontre, bah, j'imagine il y en a eu d'autres assez naturellement, du coup. Ouais, bah, j'ai revu, du coup, bon, sans dire le prénom ou quoi que ce soit, du coup, cette amie que j'avais au lycée, quelques temps après, on a repris contact, et avec qui j'ai relationné aussi pendant 3 mois. C'est très fort aussi, hein. Et puis après, j'ai eu ma première, on va dire, grande relation, avec une femme avec qui j'ai partagé ma vie, enfin bref, voilà, le quotidien, hein, voilà. Et du coup, voilà, mon histoire amoureuse, alors, si on veut faire l'historique, c'est... ouais, j'ai eu 2 grandes histoires, voilà, dont la dernière où je me suis mariée.
bon, ça l'a pas fait, mais après je me suis beaucoup questionnée sur le couple aussi. Je voyais que au fil de mes histoires, je construisais mal mes relations. Tu vois, il y avait un truc hyper redondant. Je construisais mes relations. Voilà, le fait d'être lesbienne ne remet pas en fait compte. Du coup, toute l'éducation hétéronormée, en fin de compte, on le garde quand même avec nous. Et effectivement, voilà, tant qu'on se pose pas les questions, on reproduit des schémas. Même dans un couple lesbien, où en fait il y a des rôles qui se sont en fait, même si on faisait attention quand même, hein, mais c'est-à-dire dans le rôle du coup l'une vis-à-vis de l'autre, pas forcément dans les tâches en fait domestiques ou quoi que ce soit, parce que là il y avait pas de souci, mais c'était plus du coup dans la position de l'une envers l'autre. Et moi ça me mettait toujours au bout d'un moment, j'ai l'impression de me perdre complètement. Enfin voilà, au bout d'un moment, voilà, c'est plus possible, quoi. Tu aurais juste un ou deux exemples concrets que je comprenne vraiment de quoi il s'agit? Ouais, je vais jamais dans les détails quand je parle de ça, mais c'est pas obligé. Non. Bah en fait, en gros, c'est de mettre sans parler de domination ou quoi que ce soit, mais un petit peu quand même, quoi. Où du coup, moi, je suis beaucoup dans le care. Des fois, je fais un peu ma bourrue comme ça ou quoi que ce soit, mais je suis beaucoup dans le care. Surtout en amour où je prends beaucoup soin, je fais attention, j'essaie de faire attention. Sauf qu'à trop en faire, on s'oublie. Donc j'étais avec la dernière qui était beaucoup dans le care aussi. Du coup, je me suis dit ça va changer. Là, on va être dans un équilibre en fait assez sympa. Et en fait, pas du tout. Dans le quotidien, en fin de compte, mais ça vient de moi aussi. Hein. Ça c'était carrément du coup toutes les deux où on s'est complètement, ou même elle m'infantilisait quelquefois. Donc du coup, il y avait quelque chose d'hyper malsain en fait dans la construction là. Et ouais, enfin bref. Je pense que ma dernière relation, c'est tellement que je me sentais pas bien dans cette relation. Je le savais même pas. Et c'est mon corps qui me l'a dit. J'ai eu une hémiplégie sur tout le côté droit pendant quelques temps. Même la bouche qui partait, donc on croyait que je faisais un AVC, c'était affreux. Et Mais t'étais hyper jeune. Oui. T'avais quel âge? Donc là, c'était il y a 5 ans, 6 ans, donc là j'en ai 33. Donc des symptômes assez importants qui ont perduré pendant quelques temps, tellement que du coup les médecins pensaient à la sclérose en plaques. Mais les résultats n'étaient pas tout de suite visibles. Des fois, ça peut mettre un certain temps. Donc du coup, je devais faire des tests plusieurs fois en un an, des ponctions lombaires pour voir du coup si c'était pas ça. Et en fait, j'en étais arrivée dans mon, enfin voilà, c'était des situations hyper horribles parce que des fois, je pouvais même pas aller aux toilettes toute seule. Enfin bref, c'est Estelle qui devait tu vois ce que je veux dire, devait me porter pour aller jusqu'aux toilettes. Enfin bref, c'était des situations hyper affreuses, voilà. Même je pouvais même plus marcher. Enfin, de faire des balades de plus de 200 mètres, c'était même pas possible, quoi. C'était même pas concevable. Travailler, j'y arrivais, mais la fatigue faisait que, en fait, je dormais tout le temps, en fait. Je rentrais le boulot, je dormais, enfin, donc on a commencé à me parler, donc après, je suis allée en centre de rééducation, carrément, parce que, il fallait faire quelque chose. Et en centre de rééducation, du coup, j'ai entamé une psychothérapie, où j'ai commencé à vraiment travailler sur moi. Et puis le centre de rééducation, t'es là pour ça en fait, hein. Et t'as que du temps pour ça, parce que tu perds beaucoup de temps au centre de rééducation, et du coup c'est un peu l'introspection de ta vie, quoi. Puis tu rencontres tellement des gens avec des parcours hyper importantes. Enfin bref, c'est des parcours hyper j'ai rencontré des personnes riches là-bas, qui ont vécu des horreurs, et bon, bref, tu relativises beaucoup de choses du coup après ça.
vraiment. Je rentrais en pleurant parce que voilà, tellement que ça m'avait un peu trop. Et là, tu te remets en question aussi, te dire mais pourquoi je suis dans l'état là. Voilà, on me parlait de la somatisation. J'avais horreur de ce mot parce que pour moi, dans ma tête à ce moment-là, c'était est-ce que je simule, tu vois. Et je comprenais pas. En fait, je pense que je le comprenais pas du tout ce terme. J'ai l'impression que les médecins m'insultaient quand quand ils m'en parlaient. Après, je vivais beaucoup de grossophobie aussi par rapport à des médecins à ce moment-là, donc j'avais pas envie de les entendre non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un truc hyper étrange et donc j'avais horreur de ce mot. J'avais horreur de ce mot. Et puis un jour, je vais voir ma psy qui n'était pas forcément au centre de rééducation. J'avais pris une psy du coup à l'extérieur. Et du coup, je suis en séance et puis on parle de mon couple et puis je sais pas, je continue, enfin tu vois, je parle et puis elle me dit mais je vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans le couple. Je dis ben non, ça va pas en fait. Et en fait, je dis mais en fait je suis pas amoureuse et je me suis décomposée en fait devant la psy. En fait, je n'ai pas parlé pendant 10 minutes. J'étais vraiment vide. Parce que je m'en étais pas rendu compte. Et là, je prenais conscience que je n'étais pas amoureuse, que non, j'étais malheureuse et que je souffrais, que ça faisait quelque temps que j'en parlais à ma compagne, mais qu'elle ne m'entendait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, que j'avais l'impression d'être toute seule à travailler ce couple et en fait, je sais pas, je l'ai lâché comme une, bah non, en fait, je suis pas amoureuse, non. Et là, bam, je suis devenue transparente apparemment, enfin bref, et du coup j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien qui a pris le temps en fait même supplémentaire pour pouvoir m'accompagner après avoir lâché ce truc et je me suis rendu compte que donc je suis rentrée, je lui ai pas dit tout de suite, il fallait vraiment que je réfléchisse et on avait acheté tu sais un camion en commun et on devait l'aménager. Et un jour, je rentre du centre de rééducation. Et là, elle commence à me parler de demain, je vais faire l'achat de nana pour commencer les travaux dans. Et là, je sais pas. Je lui ai dit stop. En fait, non. Je pense que on va arrêter. Voilà. Et là, bon, elle savait. Hein, j'avais quand même parlé quelque temps que j'étais pas bien, que. Et bon, voilà, ça s'est terminé. Et après coup. Ma santé a commencé à s'améliorer. Pas tout de suite, ça a été très long. Ça a été tellement en fait fort. Pour te dire, hein, j'avais aucune sensibilité du côté droit. J'avais carrément ma main quand ça partait en crise en fait. Enfin voilà. J'étais pas paralysée, mais c'était hyper fort quand même. Hein. Donc oui, ça a mis du temps. Ça a mis énormément de temps. Ça a mis. Mais tout de suite, j'ai vu les résultats, j'ai vu des effets en fin de compte très rapidement. Oui, c'était de la somatisation et oui, je suis allée jusqu'à là. Voilà, c'est de me rendre compte que je suis allée jusqu'à là. Ouais. Donc là, ça en est suivi, ça fait 5 ans que je déconstruis le couple, que je me dis qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, voilà, de tout déconstruire. Mais ça n'a pas été simple, la rupture n'a pas été simple. Ça a été... Ça a été le bordel. Voilà. Pendant 5 ans, hein. 5 ans de bordel après la rupture ? Bien sûr. Dans ma tête, ouais. Ah oui, c'est long. Dans ma tête, ouais, je pense que je passe par des yo-yo, ouais. Voilà, j'ai repris mes études, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses positives. C'est toujours ça dans ma vie, hein. Il y a des choses positives, tu vois. Et puis il y a ma tête, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a ce truc où c'est hyper positif parce que je suis dans l'action et je suis quelqu'un qui bouge et qui a je pense qu'il y a une forme de courage du coup et de me dire allez hop on y va et on bouscule et vas-y on travaille sur soi enfin bref, je fais ce travail là et je le mets en œuvre en fait. Ça y est, là-dessus je me fais confiance quoi. Je sais toujours me débrouiller, il y a pas de problème. Je vais y aller à fond. Mais de l'autre côté en fait,
trop se poser de questions en fait, et du coup forcément ça tourbillonne tout le temps, et c'est la jauge à trouver de temporiser un petit peu tout ça. Et ouais, ça fait 5 ans, ouais, où ça a été le bordel, effectivement. Après, tu mets fin à une relation avec des projets, ton corps, t'as demandé à ton corps, ton corps a parlé pour toi de manière assez brutale, de s'en remettre psychologiquement, en fait, ce n'est pas simple. Puis les choix qui s'en suivent après, bref, rien n'a été simple. Pour moi, en tout cas, dans comment je le vivais, ce n'était pas simple de prendre des décisions. Voilà, et souvent les gens pensent que tu es forte parce que tu prends les décisions et parce que tu bouges, mais non, en fait, c'est pas parce que je fais ce travail-là que je suis forcément forte. Et il y a ce truc, du coup les gens, mon entourage en tout cas, oublie un petit peu ce côté-là où non, je morfle derrière. Ouais, je mène les actions, mais côté ça, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un accompagnement à avoir, parce que ouais. Tu fais le job, mais il est pas facile pour autant, quoi. Non. Et tu vois, on est dans une société, j'ai l'impression, mais c'est un truc général dans la société. En fait, genre, je m'en suis aperçue, on va beaucoup plus être dans le soin et dans l'accompagnement des personnes qui n'arrivent pas à agir, ce qui est tout à fait normal et il n'y a pas de problème. Par contre, des gens qui vont agir, en fin de compte, on va pas s'en préoccuper. On voit pas. On ne voit pas. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose donc c'est plus compliqué, et je trouve ça dommage, quoi. Du coup, ça nécessite d'apprendre à demander de l'aide. Ce qui est un autre boulot. Je le fais de plus en plus. Ou je l'exprime de plus en plus, en tout cas. Ouais, carrément. Là-dessus, t'as fait quelques temps, là, où j'exprime. Peut-être qu'à un moment donné, je l'ai trop exprimé. Du coup, je me disais, bon, calme-toi, quand même. Mais j'exprime de plus en plus, ouais. En tout cas, le couple, de la manière dont il est en perpétuelle déconstruction, là, pour moi. Et du coup, ça veut dire que tu questionnes l'idée même de te remettre en couple un jour, ou tu questionnes comment tu te remettrais en couple? Est-ce que ça voudrait dire pour toi d'être en couple? Je te pose ces questions, elles m'intéressent particulièrement, non? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Être en couple. Je pense que je n'ai pas forcément la réponse, parce que j'aimerais bien vivre un autre modèle de couple comme sérieusement, voilà. Je pense, du coup, l'exclusivité, oui. Je me vois pas dans une relation non exclusive. Et encore, je me laisse totalement ouverte à la question, dans le sens où je pense que ça dépend aussi comment tu construis ton couple et des personnes que tu rencontres et tout ça. Donc, en fait, j'ai pas envie d'avoir un préavis. En fait, voilà, c'est ça, c'est avant de t'en mettre en couple, t'as des idées dans la tête, t'as défini quelque chose, et je trouve que ça met un frein, voilà, quand tu rencontres quelqu'un, de laisser la porte ouverte, en fait, à construire vraiment à deux la relation. C'est-à-dire que t'as une vision du couple, et donc du coup, en fait, c'est comme ça que tu veux la construire, et si t'y arrives, c'est tant mieux, autrement ça pète, tu vois. Et des fois, le couple, en plus de ça, en fait, qui se construit pas dans un pied d'égalité, puisque l'autre, il peut avoir une autre image, en fin de compte, du couple qu'il veut avoir. Enfin bref, c'est un truc complètement, non, qui m'intéresse plus de définir vraiment ce que je veux. Je pense que j'ai juste besoin de connexion avec une personne et de voir comment on construit ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui, déjà. Là où peut-être je mettrais du coup le petit un petit truc radical peut-être, ou parce que c'est bien d'avoir aussi ses envies. Je pense que j'ai très envie, puis après là ça fait 5 ans aussi que je vis seule, mais en colocation, mais en tout cas seule dans mon espace, et je pense que je ne me verrai pas habiter. En tout cas, dans les premières années de la relation, quoi. C'est-à-dire que je ne me vois absolument pas partager, en fin de compte, un lieu de vie avec une personne. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, maintenant, devoir
à voir. Après, c'est dur de se déconstruire sur quelque chose et en fait, plus tu te déconstruis et plus c'est difficile de rencontrer quelqu'un. C'est ce que je m'aperçois. Tu travailles sur toi, tu travailles... Et en fait, quand tu rencontres les personnes, soit tu t'ennuies, parce que du coup, t'as des questions qui viennent, tu n'arrives pas à trouver une connexion quelque part. Ou soit l'autre, du coup, est trop catégorique et ça te ferme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'en parlais, du coup, hier soir, justement, et du coup, et on était tous d'accord que quand voilà, tu te poses des questions, quand tu essayes de déconstruire certaines choses, et ben, en fait, la rencontre avec une autre personne, plus ça va et plus c'est compliqué. Oui, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que t'as envie d'avoir des gens en face qui ont le même niveau de conscience que toi sur les choses, c'est ça? En tout cas, avec qui il y a un dialogue possible sur ces questions-là. Qu'il y a un dialogue. Je prétends absolument pas de rencontrer quelqu'un qui a autant le même réflexion que moi ou quoi que ce soit. Non, parce que je suis pas là je suis personne, pour définir ce qui est juste à réfléchir ou pas. Mais, j'ai besoin, de toute façon, moi, je pense que, côté sapiosexuel, j'ai besoin aussi d'une entente, intellectuelle, quoi. Tu peux expliquer ce mot, parce que je l'ai appris il y a pas longtemps, mais je pense que tout le monde le connaît pas. Sapiosexuel. C'est c'est une attirance, du coup, vraiment, quand t'es attiré par une personne, d'un point de vue intellectuel, une entente intellectuelle, en fait, assez forte, et qui te provoque du désir, en fait, sexuel. Voilà. Et je pense que je suis carrément là-dedans. Bien sûr. Je suis carrément, ouais. Carrément. Bah, carrément, oui. Mais, donc ça peut être compliqué, ouais, quelquefois. Après, je pense que j'ai pas besoin d'une entente intégrale, bien sûr, mais c'est que tu puisses échanger avec des personnes sur les réflexions, même si on n'est pas d'accord. Et d'autant plus, même quand on n'est pas d'accord, en fin de compte, limite, ça m'excite encore plus. Mais non, mais je veux dire, voilà, tu débats et du coup, je cherche pas à avoir quelqu'un qui pense comme moi, pas du tout. Tu cherches à avoir quelqu'un qui peut discuter. Voilà. Et en fin de compte, plus ça va et plus je trouve que c'est rare. Tu vois, je sais pas toi, non, j'ai dit que je poserais, non, je poserais pas de questions. Donc, d'autant plus dur de rencontrer une femme, une femme lesbienne, et qui soit sous les mêmes longues, enfin voilà, qui soit dans cette action d'échanger comme ça et de communiquer autrement, quoi. Et, ouais, bon. Je désespère pas. Non. Un jour, j'y arriverai. J'avais une question qui avait rien à voir, mais t'avais peut-être pas fini sur ça. Si, je pense que si. Tu disais que toi, tu le disais tout de suite, enfin, que c'était important pour toi de pas du tout te cacher. Est-ce que ça veut dire que tu le dis à tout le monde que t'es lesbienne? Enfin, comment tu t'y prends et... c'est-à-dire que quand je me présente, je dis pas bonjour Nolwenn lesbienne. Ah bon Nolwenn, je suis lesbienne, enchantée. Non, j'ai pas de... Je me doute un peu. Mais je l'ai fait à une époque, je pense. Ah ouais? Ouais, je l'ai fait. mais c'était parce que, voilà, je pense que c'est d'assumer qui tu es, puis t'as envie de le dire, quoi. Bon, bref, ça c'est pas... Bon, c'était avant. Non, maintenant, je parle, en fait, comme les hétéros parlent, Je ne me cache pas. Je réfléchis même pas. Ça sort tout seul. Je ne cache pas, je n'ai pas besoin de le dire tout de suite, voilà. Moi, au boulot, ils ont mis un certain temps, là, du coup, à savoir, parce que je parlais pas de ma vie privée, mais un jour, quand on en a parlé, enfin, moi, je dis mon ex-compagne, et puis voilà, enfin, il y a même pas, en fin de compte, non? De questions. Les hommes me draguaient, je dis, c'est pas la peine, tu peux toujours essayer, je suis lesbienne. Hop, je suis féministe et lesbienne. Allez, bisous. Bonne journée. T'en as certains, non, franchement, du coup, ils me faisaient les yeux. Ouais, bon.
Ah, tous les... Bon, des fois, quand c'était lourd, oui, je le faisais, quoi, tu vois. Mais c'est tellement pas quelque chose que j'ai envie. Non, j'ai pas envie de cacher. Les hétéros se cachent pas de parler de leur compagne, de parler de leur vie intime. Pourquoi, en fait, et bizarrement, hein, ceux que ça dérange, je dis, mais on s'en fout que tu sois lesbienne. Ben, en fait, mais pourquoi toi tu parles de ta vie, en fin de compte, et que moi je n'ai pas le droit? Il est où le problème? Voilà. Et en fin de compte, moi non, non, je n'ai pas à me cacher. Je peux comprendre qu'on le fasse. Voilà, on est dans une société encore où, malheureusement, voilà, on vit beaucoup d'homophobie, de lesbophobie. Voilà, et j'en vis, hein, au travail, hein. Je dis pas que j'en vis pas. Voilà, on est encore dans une société où on morfle, hein. On morfle pas mal. Donc, je peux comprendre que des fois, voilà, il y ait ce besoin de ne pas dire, il y ait ce besoin de le cacher, dans le milieu du travail notamment, et de voilà. Moi, je le comprends. Je peux le comprendre. Mais mais pour ma part, c'est tellement pas mon mode de fonctionnement. Comme je te dis, voilà, enfin, ma sexualité, je l'ai assumée fièrement, très rapidement, mais parce que j'ai du monde derrière. J'ai un appui derrière. Puis bon, à l'époque, j'étais pas dans le milieu militant parce que voilà, j'ai subi un petit peu du mépris de classe, du coup, quand j'étais rentrée dans une asso LGBT où je découvrais ma sexualité, tu vois, machin. Et en fait, l'histoire, du coup, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'était que, du coup, j'entamais la première réunion, et puis je rencontre Sab, du coup, machin, c'était génial, machin, mais j'avais besoin, moi, toute seule, de découvrir des choses, donc, sans forcément être tout le temps, du coup, à lui demander à elle. Et puis là, j'arrive, du coup, à la réunion, et puis j'entends parler de transgenre, des termes, transidentité, de queer, le terme queer, machin. Des mots je ne savais même pas qu'ils existaient. Enfin, je veux dire, moi, je découvrais tout, quoi. J'étais en mode, voilà. Et puis, j'ai eu ce cran, en fait, pendant la réunion, de lever la main, de dire, excusez-moi, est-ce qu'on peut m'expliquer les termes, là, du coup, parce que je suis un peu... Et là, on m'a coupé, et puis on m'a dit qu'on n'était pas là pour faire mon éducation. Donc, du coup, qu'il fallait que j'aille prendre des bouquins, et que... Voilà. Je l'ai très, très, très mal vécu. Très mal vécu. Moi, j'ai vraiment vécu ça sous forme de rejet, quoi. Et puis bon, venant d'un milieu prolétaire où j'avais pas des notes extraordinaires, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, j'arrivais dans un milieu, en fait, à l'université, où je me sentais pas encore à ma place parce que, en fait, voilà, mes capacités, je les avais pas encore découvertes non plus, et que j'avais pas conscience aussi de certaines choses dans mes capacités intellectuelles, quoi. En tout cas, enfin, je me suis trouvé compte très très longtemps, hein. Honnêtement, voilà, j'étais là, je savais pas pourquoi, hein. Et en fait, ça m'a passionné, mais du coup, ça m'a pas permis d'être à l'aise, cette réflexion avec ce milieu-là, et puis même dans le milieu intellectuel, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, avec du recul, avec beaucoup de recul, avec l'expérience de vie que j'ai maintenant, je trouve ça tellement triste qu'on ferme la porte, du coup, sur ces termes-là, que ces termes soient le plus souvent utilisés que dans un milieu intellectuel et non pas dans le milieu populaire. Voilà, enfin, c'est des termes qui ont été construits, du coup, dans le milieu universitaire, mais qui pour moi, en fin de compte, devraient être beaucoup plus accessibles que ça. Ça sauverait des vies, je pense. Après, maintenant, il y a Internet aussi. Enfin bref, voilà, il y a une accessibilité après, hein, voilà, sur plein de choses, mais aujourd'hui, du coup, j'ai lu beaucoup de bouquins, hein. Je les ai écoutés, hein, quand même, hein. J'ai lu des bouquins pendant 10 ans. Je me suis construite. Et heureusement que je suis pas tombée sur des bouquins horribles au final, hein, parce qu'on m'a même pas conseillé un ouvrage, hein. Donc, tu vois, j'aurais pu tomber sur tout et n'importe quoi. Bon, après, il y a eu Sab qui était à côté, qui m'a ouvert la porte voilà, sur les travaux de Judith Butler, par exemple, et que j'essaye encore de comprendre encore aujourd'hui, 10 ans après. Bon, non, il y a des choses que j'ai captées, mais la pensée de Judith Butler, c'est pas simple, elle est pas hyper simple.
mais qui me stimule aussi intellectuellement, donc c'est très très bien. Mais après j'ai découvert d'autres ouvrages avec la sociologie qui m'a permis aussi, les étudiants sociaux m'ont permis aussi de me diriger vers d'autres notamment sur les rapports sociaux de sexe, voilà, au-delà des identités de genre, de la sexualité. Il y avait ces questions-là qui sont un peu aussi qui se travaillent en même temps, je trouve. Enfin bref, qui peuvent se travailler en même temps. Enfin voilà, qui sont très proches dans les questionnements. Et puis ouais, c'est du coup aujourd'hui, maintenant avec du recul, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, je me perds un peu dans ce que je dis, mais non. Aujourd'hui, je me suis réconciliée avec le milieu militant, mais parce qu'en fait, je pense que je me fais plus confiance aussi sur mes réflexions. Voilà, ça fait 10 ans que ça s'est passé, que j'ai lu. Voilà, bon, je suis pas tout le temps à l'aise, certes, mais j'ai beaucoup plus d'aplomb. Et on m'écoute beaucoup plus aussi parce que j'ai plus de références et qu'on voit que je les connais et que machin bon. Tu sais de quoi tu parles. Voilà. Donc j'ai un peu plus de poids entre guillemets. Donc je suis un peu plus à l'aise, mais c'est pas un milieu qui me plaît pour autant. Mais j'ai rencontré des gens vraiment politisés pour le coup, avec qui sont devenus des amis maintenant, avec qui je peux échanger, avec qui il y a vraiment quelque chose d'assez chouette. Et d'autant plus aujourd'hui où je me sens beaucoup plus forte là-dessus. Voilà, c'est-à-dire que voilà, si je suis victime de lesbophobie au travail, je sais qui contacter. Et je sais qu'on me laissera pas comme ça. Et je sais que du coup, l'entreprise risque d'être normale aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que derrière, il y a des actions. Je suis armée. Je me sens protégée, quoi. Voilà. Vraiment. Ma famille aussi, hein. Voilà, c'est vraiment, je pense que, voilà, je me sens vraiment protégée par rapport à ça et j'ai une grande chance. Voilà, c'est vraiment une grande chance. Donc d'autant plus j'ai cette chance-là, d'autant plus en fait où je n'ai pas à me cacher. Enfin voilà. Pour toutes ces personnes qui peuvent pas le faire, je me dis que ça vaut le coup. Tu vois, moi ce qui m'a heurté là, il y a pas longtemps, c'est que j'ai changé de poste, donc tu sais, parce que du coup il y en a un collègue qui est toujours dans la boîte d'ailleurs, qui a souhaité ne plus être à ce poste-là et revenir conducteur. Donc donc sa place est libérée, donc moi j'avais postulé, donc j'ai eu sa place. Et au début dans la formation, il était un peu là aussi, du coup le temps qu'on se forme, du coup au poste. Et qu'on me forme au poste, et du coup il était un petit peu là en soutien des fois, donc il m'a apporté des petits trucs, c'était super chouette. Et quand il est parti, en fait, quand il a laissé vraiment son poste, voilà, on a repris, il m'a tendu son numéro personnel. Donc c'est un collègue qui est gay. Voilà, donc homosexuel, qui m'a tendu son numéro personnel, et que la première chose qu'il m'a dit, si tu es victime d'homophobie, tu m'appelles tout de suite. Je dis bah merci, c'est gentil. Et puis au début je fais mais pourquoi il me... Et ensuite, quelques temps après, on discute, on prend une clope. Et puis bah là en fait je comprends qu'il en vivait, en fait. Sauf que lui n'a pas la force, en fin de compte, d'en parler, n'a pas la force de dire les choses. Et moi, ça m'a fait mal parce que, enfin, moi, il me le dit à moi, tu vois, mais ouais. Enfin, ça veut dire que pour lui, il n'y arrivait pas, mais que si moi ça m'arrivait, du coup, je pense que pour moi, il aurait fait quelque chose, quoi. Et quand tu sais, j'ai appuyé un petit peu sur le truc où je lui ai demandé machin, mais pourquoi tu n'y arrives pas, quoi que ce soit. Et en fait, tu comprends très vite qu'au final, il a pas la chance que j'ai moi, enfin derrière, en fait, que il a des amis aussi certes, mais il y a des amis qui comprennent pas sa réalité non plus. Voilà, des amis essentiellement hétéros qui voilà. Et moi, en ayant plusieurs amis, en fin de compte, dans les mêmes situations, je me sens beaucoup plus forte. Vraiment. Et c'est d'autant pour lui, même pour lui, où je me dis non, j'ai vraiment pas à cacher ce genre de choses.
J'ai une autre question. Vas-y. Du coup, quel livre tu conseillerais à quelqu'un qui a plein de questions? Par quoi tu commences de pas trop dense et intéressant? Alors, autant, du coup, je vais avoir beaucoup plus de références sur les questions de genre ou les questions là, je regarde ma bibliothèque en même temps, mais c'est sur les relations. Du coup, il y a La Fabrique de filles. Autrement, sur les livres lesbiens, j'ai beaucoup aimé les Insurrection au territoire sexuel de Wendy Delorme. Voilà. Qui fait du bien, ce petit bouquin quand même. Donc, ce que je peux conseiller tout de suite. Après, bon, il y a plein de livres comme Virginie Despentes sur King Kong Theory, sur plein d'ouvrages comme ça. Après, j'en découvre des ouvrages sur le monde lesbien et tout ça, mais c'est encore en construction chez moi. Bah, chez tout le monde, hein, ça s'arrête Ouais. pas. C'est juste, voilà, si t'avais un truc vraiment qui, toi, t'avait parlé fort. Vraiment, moi, ce qui m'a, c'est vraiment l'ouvrage de Wendy Delorme, Insurrection en territoire sexuel, qu'on m'a offert il y a quelques années, qui m'a fait du bien. Ok. Ouais. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qui te paraît vraiment important de dire? Je crois que j'ai brassé beaucoup de choses là encore. Pas mal. Je pense que ça va aller. Mais ce sera, ceci dit, ce sera peut-être plus simple pour toi cette fois-ci. Bon, bah merci. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingin coming out. À bientôt!